On va débuter à l'instant. Donc, on a invité le Réseau des milieux naturels protégés, tient tous les mois une session d'information sur des sujets sur la conservation volontaire. Et donc, bienvenue à cette session-ci. Et aujourd'hui, j'ai comme invité deux personnes fort intéressantes, Kim Gauthier, qui est de l'Université de Sherbrooke, et Ciara. Oh my God, je suis désolée, il aurait fallu que je lui demande de prononcer son nom. Je suis désolée, Ciara, si tu veux nous rejoindre. Rodsam here? C'est presque ça, c'est Ciara Rodsam-Hearn. Oh my God, my English is so bad. Merci. Ça va, pas de problème. Et donc, Ciara et Kim vont venir nous entretenir sur les KBA, les Key Biodiversity. Donc, voilà, je vais leur laisser tout de suite la parole. N'oubliez pas que pour les questions durant la présentation, on va se les réserver durant 2 sessions de questions. Donc, il va y avoir un bloc d'informations, suivi d'une courte période de questions, un autre bloc d'informations, suivi d'une courte période de questions. Donc, vous pouvez les inscrire si vous ne voulez pas les oublier dans le paramètre questions. Et je vais pouvoir les relayer de vive voix à Ciara ou à Kim durant ces périodes-là. Ou sinon, si vous aimeriez vous poser vous-même, poser votre question, vous pouvez demander avec le petit onglet, lever la main, qui devrait se trouver dans vos paramètres près de votre nom. Donc, de lever la main et je pourrai vous autoriser l'ouverture de vos micros et ainsi interagir avec nos présentatrices de ce midi. Donc, je leur laisse le soin de se présenter. Puisqu'elles ont plusieurs chapeaux, plusieurs fonctions et de longs titres. Et donc, Kim et Ciara, je vous laisse la parole pour cette présentation. Et merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être venu assister à cette session d'information, de discussion sur les zones clés pour la biodiversité ou Key Biodiversity Area. Moi, c'est Kim Gauthier-Scampard, je suis professionnelle de recherche à l'Université de Sherbrooke. Je travaille je coordonne l'initiative régionale d'identification des kibiers pour le Québec. Et puis, pour la présentation, comme Véronique a mentionné, on va avoir comme un premier bloc un peu plus d'informations pour mettre l'outil KBA en contexte, puis expliquer un peu c'est quoi, sans rentrer dans les détails techniques. Ensuite, on aimerait bien avoir une période de questions et discussions, fait que sentez-vous vraiment à l'aise de participer, de poser vos questions si vous avez des doutes. Puis ensuite, je vais discuter de ce qui se fait au Québec un peu plus précisément. Donc, vas-y, Ciara, c'est à ton tour de te présenter. OK. Comme Véronique a essayé de dire, je m'appelle Ciara Rodsam-Hearn. Je travaille pour Wildlife Conservation Society Canada. J'habite à Montréal, à Québec. J'ai une longue histoire de recherche à Québec sur la biodiversité et les services écosystémiques aussi. Alors, je ne sais pas, je vais juste me lancer. Je suis directrice du programme national pour identifier les zones clés sur la biodiversité. Moi, je vais les appeler KBA. On n'utilise pas l'acronyme en français, alors des KBA, mais sont les zones clés pour la biodiversité. C'est un outil très important qui devient de plus en plus important à travers le monde et au Canada, et j'espère au Québec aussi. Alors, on va lancer la présentation, je pense. Oui. Oui. Vous pourrez partager votre écran. Donc, ça va être Kim qui va présenter. Super. Alors, je vais commencer aujourd'hui. Je vais donner un bref résumé du programme national sur l'identification des KBA. Et ensuite, je passerai la parole à notre merveilleuse coordonnatrice au Québec. Et elle va élaborer un peu sur le travail qu'elle mène ici au Québec. Prochaine diapositive. Alors, pour définir les KBA, ou les KBA, sont des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité. Alors, ce ne sont pas des sites qui sont généralement importants pour la biodiversité ou qui ont une taux de biodiversité très élevé. Ils sont des sites qui qualifient comme des KBA selon
un de 5 critères très, très spécifiques. Prochaine diapo. Alors, ces critères, il y a 5 et aussi il y a des subcritères aussi, ont été développés sur 12 ans de discussion au niveau global et de tests aussi. Ils ont travaillé pour 12 ans pour voir si les critères marchent pour toutes les espèces, tous les écosystèmes. C'est un partenariat mondial de scientifiques et de ONG qui ont travaillé sur ça pendant ce temps, incluant des scientifiques au Canada. Vous pouvez trouver tous les détails sur les critères et les directives pour leur application. Par exemple, les normes sur les données et des choses comme ça, dans le standard KBA, il y a une petite photo du standard juste à côté ici. Le standard est disponible en anglais et en français et Kim va parler un peu plus de ça dans un instant. Alors, c'est un outil robuste et purement quantitatif. Et c'est la chose que les gouvernements aiment beaucoup de cet outil. C'est pas négocié du tout. Alors, si c'est un KBA, c'est un KBA. Peu importe qui fait le travail, la réponse, le résultat va être la même chose. Et pour cette raison, les gouvernements font confiance à cet outil. Il y a beaucoup de preuves, on a beaucoup d'évidence qu'on doit écrire sur des propositions pour qu'un site devienne un KBA, qui est accepté comme un KBA. Alors, les résultats aussi sont évalués par les pairs, et c'est important aussi. Je vais juste dire quelques mots, Kim, sur l'autre diapositive encore, juste pour parler pour 2 instants sur les critères et des qualités générales sur les KBA. Les KBA peuvent être basés sur tous les taxons et les écosystèmes à travers un ensemble de ces 5 critères. Alors, A, c'est la biodiversité, les écosystèmes et les espèces menacées. B, c'est géographiquement restreint, les espèces et les écosystèmes aussi. C'est des endroits avec une haute intégrité écologique et faible empreinte humaine industrielle. On peut avoir beaucoup de gens qui habitent sur le territoire, surtout les autochtones, les communautés. Et aussi des sites importants pour les processus biologiques, c'est le D, le critère D. Par exemple, les frayères à saumon ou les endroits pour la migration des oiseaux, par exemple. Ou E, le dernier critère, c'est les lieux irremplaçables grâce à une analyse quantitative. On n'a pas vraiment développé la dernière critère très beaucoup. On veut aussi vous dire que le standard KBA, c'est assez nouveau. C'était publié en 2016. C'est un outil assez nouveau et ça devient de plus en plus important, comme j'ai dit, parce que ça inclut toutes les espèces, tous les écosystèmes dans un outil quantitatif. Et ce n'est pas une autre approche monospécifique ou basée sur un taxon, par exemple, comme Important Bird Areas ou des autres Important Plant Areas. Tout est comme collectionné en dessous d'une umbrella tool. OK, maintenant on peut passer à la prochaine. Alors, le travail KBA au Canada est inscrit dans un processus qui s'appelle le Pathway to Canada Target 1. Canada Target 1, c'est la même chose que Aichi Target 11. On a passé maintenant, on travaille déjà sur les objectifs de biodiversité post-2020, mais on était comme, on a débuté dans cette framework ici, de Aichi Targets. Et au Canada, il y avait un comité dans le Pathway to Canada Target 1 avec tous les gouvernements à toutes les échelles et des groupes autochtones aussi. Et ils ont demandé pour l'identification des KBA pour s'intégrer dans la planification des aires protégées et assurer que la gestion de l'environnement prend en compte les zones clés pour la biodiversité comme un indicateur d'endroits qui sont très importants pour la biodiversité. On n'était pas le seul élément dans le Pathway de Canada Target 1. KBAs toute seule, c'est pas assez. On doit aussi voir comme connectivity, representativity et des autres qualités qui sont très importantes pour faire une bonne planification du territoire pour les aires protégées.
Prochaine. Alors, les objectifs de biodiversité après l'an 2020 sont en train d'être affinés, on sait ça, ça passe maintenant, mais ils incluront les KBA certainement en tant qu'objectif ou indicateur de protection. Alors, est-ce qu'on a protégé les bons endroits au monde pour la biodiversité? Et c'est un indicateur qui va être très important. On parle de ça au niveau global et au Canada aussi. Prochaine. Alors, juste pour dire quelques mots sur comment on organise le travail ici au Canada, parce que c'est très participatif, c'est très important que tout le monde soit le bienvenu dans le processus, parce qu'on veut que tout le monde utilise les résultats et on veut que tout le monde trouve les résultats crédibles et légitimes aussi. Alors, le travail du des KBA au Canada est coordonné par une coalition de ONG, surtout WCS Canada, mon organisation, Birds Canada, Oiseaux Canada et NatureServe Canada aussi, mais il y a beaucoup plus qui travaillent avec nous. Presque tout le monde. C'est fort intéressant de travailler avec presque tous les ONG au Canada, mais aussi avec les gouvernements à l'échelle nationale, provinciale, territoriale aussi, et en bas de ça aussi. Et autres institutions aussi, incluant des universités, incluant plusieurs au Québec aussi. Prochaine. Je voulais dire aussi, avant de continuer, qu'on apprécie grandement et vraiment, on compte sur la contribution des experts en espèces, en écosystèmes, sur les sites en particulier, et ils font une partie intégrante du travail d'identification des KBA. On travaille maintenant avec des milles d'experts à travers le pays. OK, et nous adaptons une approche régionale parce qu'on croit que le travail doit être inscrit dans le contexte de conservation de chaque province ou territoire et doit appuyer sur le travail qui a déjà été fait et on doit impliquer les experts régionaux. Alors, notre progrès jusqu'à date, on a mis en place de l'infrastructure. On a commencé en 2019, pour vous dire. On a mis en place l'infrastructure, le comité de gestion, secrétariat, équipe de travail. On a un site web, je vous invite à le visiter. On a développé aussi une norme nationale relative au KBA. Alors, on a le standard global KBA. On a un standard national aussi. C'était très important parce qu'on utilise les deux en même temps. On voulait être sûr qu'on allait inclure les priorités canadiennes pour la biodiversité. Alors, on a fait une adaptation sur le standard global. C'est assez conservateur, mais c'est intéressant. On utilise ça en même temps. On a une grande base de données avec des millions d'observations des espèces. Ça va nous prendre 4 à 5 ans pour terminer la majeure partie de l'identification de KBA. Jusqu'à date, on a identifié 240 à peu près pour des espèces, à peu près 70 pour les écosystèmes. Et on travaille avec une base assez grande aussi parce que en travaillant avec Birds Canada, Oiseaux Canada, ils ont déjà identifié 450 KBA pour des oiseaux. Ils étaient appelés les Important Bird Areas, ou les ICO, mais ils sont en train d'être évalués avec les critères KBA. Et les critères sont à peu près la même chose. Le développement du standard global était basé avec quelques critères sur le standard des ICO. Et finalement, les KBA font déjà partie de la planification fédérale des aires protégées et aussi au niveau provincial et territorial sur l'aménagement du territoire. Alors, ils nous demandent pour les shapefiles, les données spatiales, et ils sont en train de voir s'ils veulent acheter des territoires, par exemple, pour faire des aires protégées, est-ce qu'ils sont dans des endroits où on a déjà identifié des KBA. On continue. Ça, c'est juste une image de notre site web où on publie, même si ce n'est pas
fini. On publie les sites, les KBA en progrès. Ça prend beaucoup de temps, du temps qu'on identifie le KBA avec des experts. On commence à faire les délignations des sites. Mais après ça, il y a plusieurs processus de peer review. Alors, ça prend presque 1 an pour terminer un seul KBA. Alors, pour cette raison, on publie les sites en progrès sur notre site, juste en cas, pour dire à tout le monde qu'ils sont bienvenus s'ils ont de l'information, des données sur un site. On est intéressé, tout le monde peut participer dans ce travail. Il y a une pertinence potentielle des KBA par rapport aux objectifs de conservation fixés par les Autochtones. Les KBA constituent un outil de gestion neutre. C'est vraiment les résultats sont des données. C'est un spatial layer d'informations qui n'existait pas avant. Alors, il est donc possible d'en faire un usage utile pour tout le monde, je pense. Les APCA sont des aires protégées et conservées autochtones et les KBA ne sont pas désignés pour les mêmes raisons, mais les analyses visant les KBA peuvent servir à appuyer les propositions d'APCA ou fournir des données convaincantes supplémentaires démontrant l'intérêt des APCA ou d'autres aires importantes. Alors, on veut appuyer sur les objectifs de conservation fixés par les Autochtones, si c'est possible. Pour faire cela, on a besoin d'être très ouvert à la participation de tout le monde et on essaye d'inviter tout le monde à participer au niveau régional, mais aussi site par site aussi. Aussi, dernière chose sur ça, c'est tous les types de connaissances se prêtent aux analyses des KBA. Alors, les informations, traditional knowledge, on le voit at the same level des données scientifiques, des observations qui sont dans des bases de données, par exemple. Prochain. Je vais vous laisser ici. C'est juste, cette table est un résumé des projets régionaux et thématiques. Je pense qu'on travaille dans toutes les régions de Canada maintenant. Et on a aussi plusieurs projets thématiques avec des partenaires, par exemple, sur les valeurs bioculturelles avec l'Université de Guelph, le partenariat de conservation par la réconciliation et, par exemple, un projet national sur les PBA d'eau douce. Mais je vous laisse comme ça et Kim va parler plus sur le projet au Québec. Merci. Merci. Vous voyez toujours juste mon écran? Oui? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc ici, c'est juste, en fait, il y a beaucoup de choses que Cara a déjà dit dans ce que je vais dire dans les prochaines diapos, là, donc je vais essayer de passer rapidement pour qu'on ait du temps pour discuter. Mais donc, c'est ça, les KBA, comme Cara l'a dit, on utilise plutôt KBA pour les nommer rapidement. C'est des sites qui sont uniques ou rares sur le plan écologique. C'est des lieux qui sont reconnus à l'échelle internationale ou nationale pour leur valeur en biodiversité et qui devraient faire éventuellement l'objet d'une intendance. L'approche est axée sur les éléments de la biodiversité, donc les espèces, les écosystèmes et l'intégrité écologique. Et les KBA peuvent être identifiés pour une seule espèce ou pour plusieurs espèces, toutes actions confondues, autant dans les milieux aquatiques, marins et terrestres. Donc, c'est un outil robuste et quantitatif. Les lignes directrices sont claires et puis sont basées sur des seuils quantitatifs fixes. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthode parce qu'il y a un prochain atelier qui sera donné pour les gens intéressés plus sur des questions techniques, mais juste pour vous montrer, pour vous donner une idée ici. Par exemple, un site qui serait identifié pour de la biodiversité menacée devrait
inclure au moins 0,5% d'une taille de la population mondiale ou nationale d'une espèce. Donc, on a vraiment des critères clairs à suivre pour pouvoir identifier un site. Donc, il n'y a pas vraiment place à interprétation. C'est soit un kibier ou ce ne l'est pas. Pour identifier des tailles de population, il y a plusieurs paramètres, par contre, qui peuvent être utilisés, dont le nombre d'individus, l'aire de distribution des espèces, les localités, etc. Donc, le processus pour identifier le kibier, mais c'est un peu comme Carole a mentionné, c'est notre source, c'est vraiment des données sur la biodiversité et la contribution des experts. Donc, avec ça, on doit définir des objectifs, puis faire une liste d'éléments de biodiversité qui, selon nous, pourraient permettre d'identifier un kibier. Ensuite, on identifie des sites, beaucoup à travers d'ateliers avec justement des experts et en support avec la base de données qu'on a. Ensuite, on fait un calcul de seuil pour voir si les critères sont atteints pour identifier un kibier. Lorsqu'on a un site identifié, là, il y a tout un processus pour délimiter les sites. Donc, la délimitation du polygone, c'est quand même une partie assez importante et longue pour identifier les kibiers. Donc, on travaille aussi souvent par atelier, groupe de travail pour ça aussi, où on va passer en revue plusieurs KBA avec des experts, puis là, on va discuter vraiment des limites du site qu'on devrait faire. Donc, c'est pas, on rentre pas en compte, dans la délimitation du site, c'est vraiment basé sur les éléments de la biodiversité, puis le territoire en lien avec la biodiversité. On peut rentrer des éléments de gestion dans notre prise de décision. Par exemple, si un site est très, très grand, on peut se poser une question à savoir est-ce qu'on devrait en faire deux? Est-ce qu'il y a des parties du territoire qui sont pas essentielles pour l'élément de biodiversité identifié? Mais c'est vraiment pas une question politique basée sur la gestion, les limites de ces sites-là. Ensuite, on prépare des propositions avec beaucoup d'informations qui doivent être remplies sur justement les tailles de population globales ou nationales, le nombre d'individus au site, les menaces sur l'espèce, les actions de conservation en cours, les experts qui peuvent participer à différentes étapes de révision, etc. Et ensuite, on a un premier processus de révision qui est une révision technique où là, on envoie à quelques experts les propositions pour avoir des commentaires. Ensuite, un processus d'itération des fois pour faire des modifications, revoir les limites du site. Puis ensuite, il y a une révision plus générale où on veut impliquer toutes les parties prenantes, les détenteurs de droits qui ont un intérêt particulier pour le site ou pour l'espèce. Et ensuite, cette proposition-là peut être envoyée au secrétariat KBA canadien ou secrétariat KBA mondial. Et donc, c'est ça. C'est un outil robuste, une méthodologie bien développée. Comme on l'a mentionné déjà plusieurs fois, mais c'est un point quand même très important, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible. Donc, le lieu doit avoir atteint un seuil quantitatif établi, mais donc, c'est un KBA ou ce ne l'est pas. Il n'y a pas de discussion autour de ça au niveau est-ce qu'on devrait protéger l'espèce ou non. C'est seulement la couche d'information pour savoir si l'espèce s'y trouve. Les KBA peuvent être de différentes tailles. Donc, il y en a des très petits d'1 km², il y en a des très grands de quelques centaines de kilomètres. Donc, il n'y a pas de taille commune pour les KBA là, ou moyenne. Comme on vous a mentionné, ça peut contenir un ou plusieurs éléments de biodiversité et il n'y a pas de prescription en matière de gestion ni d'incidence sur l'accès aux terres. C'est vraiment une source d'informations complémentaires, objectives sur la biodiversité
qui peut être utilisé pour améliorer la prise de décision puis la planification des priorités de conservation. Alors voilà, cette couche d'information-là peut peut aider à créer des dossiers pour proposer des aires protégées, pour planifier des priorités de conservation, pour planifier l'utilisation des ressources ou l'utilisation des territoires, peut être intégré dans des évaluations environnementales. Les KBA peuvent aussi permettre de prioriser des actions d'initiatives de sciences citoyennes, par exemple, si on voit que certains sites sont importants ou on peut aussi mentionner, ça je ne l'ai pas mentionné avant, mais dans les KBA, on va identifier des espèces qui atteignent les seuils, mais on va également lister des espèces qui, selon nous, pourraient atteindre les seuils, mais par manque de données, par exemple, on peut pas les intégrer. Ils n'atteignent pas les seuils, donc ça peut prioriser des actions d'initiatives citoyennes ou de campagne terrain. Et voilà. Donc, comme on l'a mentionné, c'est ça, c'est une couche d'informations qui peut être inclue dans plein de choses, mais on ne considère pas non plus que c'est la seule source d'informations qui devrait être utilisée. On est très conscient qu'il y a plein d'autres informations qui sont nécessaires, comme la connectivité des territoires, les valeurs bioculturelles, les modélisations climatiques, etc. Ici, donc le KBA est différent de plusieurs autres outils ou de tous les autres outils qui existent par la robustesse de la méthode, puis par le fait que c'est purement quantitatif. Donc ici, j'ai listé quelques outils qui existent, qui sont utilisés au niveau international, national et provincial. Je suis vraiment pas une experte en conservation, puis j'ai pas tant de connaissances sur les autres outils qui sont utilisés ou qui peuvent être intégrés dans des plans de conservation. Mais ici, avec une équipe d'étudiants de l'Université de Sherbrooke, on a comme listé quelques outils qui existent. Donc, il y a par exemple les écorégions qui sont développées par WWF, qui sont sélectionnés sur différents critères, dont la richesse en espèces. Nous, contrairement au KBA, qui n'évalue pas la richesse en espèces, mais plutôt l'abondance d'une espèce ou de certaines espèces sur un site. Et puis, cette méthode-là est aussi mélange du quantitatif et du qualitatif, alors que les KBA, c'est vraiment plus quantitatif. Il y a, par exemple, les sites patrimoniaux de l'UNESCO qui intègrent aussi des critères culturels dans l'identification de sites, ce qui les différencie quand même beaucoup des KBA. Au niveau du Canada, il y a les habitats essentiels qui sont identifiés pour une seule espèce et qui intègrent vraiment plus un avis scientifique et gouvernemental dans l'identification d'un site, contrairement au KBA. Il y a les zones d'importance pour la conservation des oiseaux, les ICO, qui, comme Carole a mentionné, va migrer vers les KBA. Donc, c'est un des outils qui a des critères assez similaires. Et puis au Québec, on utilise les atlas de territoires d'intérêt pour la conservation des basses terres du Saint-Laurent, atlas de biodiversité du Québec, par exemple, où là, ces programmes gouvernementaux-là permettent souvent de prioriser des sites. Alors que le KBA, c'est vraiment, il n'y a pas un KBA qui est plus important qu'un autre, c'est vraiment juste une couche d'informations sans, excusez-moi, sans priorisation des sites. Donc, je vois que le temps passe. Je vais tout de suite, je pense, ouvrir la période de questions et commentaires s'il y en a qui en ont. Bien,
Merci, Kim. Bien sûr, effectivement, il y a plusieurs questions qui m'ont été posées dans la paramètre question du GoToWebinar. Et je vous invite tous à aussi inscrire vos questions ou demander une prise de parole pour discuter directement avec Kim ou Chiara, si Chiara, tu veux te rejoindre à nous. On va commencer avec une première question qui vient de Mme Poirier-Gis. Lorsque tu parlais, par exemple, qu'il y a la participation des experts, on a fait le parallèle avec les organismes de conservation. Est-ce que vous considérez justement les organismes de conservation des experts pour fournir les données et pour pouvoir aussi en faire l'analyse et être siégés sur des comités, par exemple? Quels sont vos critères d'expertise? Ben oui, les personnes travaillant dans des organismes de conservation, tous les experts seraient une personne qui a une connaissance sur une espèce ou sur un site, une expertise quand même fine. Donc, on utilise des données de plein de sources, pas seulement celles des chercheurs ou du gouvernement, là. Donc, la réponse est oui, puis on veut... au Québec, on ne l'a pas fait encore. Beaucoup dans d'autres provinces, ils l'ont fait plus, mais on veut vraiment plus s'approcher des organismes de conservation puis commencer à travailler en collaboration avec vous. Et donc, vous avez mentionné tantôt aussi qu'il y aurait une prochaine session de travail. On en a parlé ensemble, on l'a prévu au mois de janvier, donc on va vous annoncer éventuellement un peu plus de détails. Et donc, vous allez être les organismes de conservation et autres personnes intéressées pourraient participer à cette session d'information et de travail ensemble. Merci, Kim. Deux questions de M. Latrémouille. On a parlé tantôt, bon, il y a une plateforme web avec toute l'information et est-ce qu'on peut télécharger ou est-ce qu'on va pouvoir télécharger justement les shapefiles dans le fond, toute la donnée géomatique qui peut accompagner ces KBA-là pour faciliter le travail de ceux qui en voudraient faire l'utilisation? Oui, il va y avoir un registre national sur le KBA où toutes les données spatiales et non spatiales, il y a beaucoup d'informations qui viennent avec les données spatiales, vont être disponibles à tout le monde. On peut télécharger n'importe quoi. Il y a aussi une base de données globale avec the Global Database on Key Biodiversity Areas et tous les sites qui qualifient comme des sites des KBA globales vont être là aussi. OK. Et tantôt, vous avez parlé de terminer en 4 à 5 ans. On est à quel moment de votre processus? Est-ce qu'on est à mi-chemin? Est-ce qu'on a déjà accès à certains 50% des KBA que vous avez prévus? Est-ce que... Très bonne question. Non, les 240 sites KBA nouveaux qu'on a identifiés ne sont pas encore disponibles comme données spatiales, par exemple. Okay. On est en train de faire comment est-ce qu'on dit review en français? Les analyses, les révisions. Les révisions, peer review, et ça prend du temps. Alors, par exemple, au Québec, il y a des douzaines de sites qui sont presque prêts, mais on doit les accepter. Il y a un processus avec un comité de gouvernance aussi. Alors, on a fait beaucoup de travail pour l'identification des KBA, mais les données ne sont pas encore disponibles. Mais durant l'année prochaine, je pense qu'on va terminer peut-être 2 tiers des sites au Canada et il va nous rester 1 tiers après ça. Okay. D'après les questions, je sens qu'on est plusieurs à avoir hâte de consulter toute cette information. Parlant justement de données, certains des KBA sont des points, d'autres sont des polygones. Quelle est la raison qui explique OK. Quand les KBA sont acceptés par la comité de gestion des KBA nationales, ils deviennent des shapefiles sur notre site web. Mais avant ça, quand ils sont des sites en progrès, peut-être ils sont très, très prêts à être acceptés, mais ils sont juste des points parce que on doit avoir la chance on doit donner la chance aux ONG, aux experts pour faire la révision des sites avant qu'on les accepte. Parfait. Merci. Une question de Mme Côté. Est-ce qu'on est capable de... Bon, c'est la même question, si on va être capable de télécharger les shapefiles. Madame Fayard, bonjour. Aurore. Avez-vous pris en considération les taxons autres que les oiseaux pour définir les KBA? Je crois que vous aviez déjà répondu au début là, que
en début de présentation que c'est une diversité d'espèces. Toutes les espèces. Et la chose intéressante aussi que comment est-ce qu'on dit ça? Ça mène l'attention des conservateurs, des organisations sur des espèces qui ne sont pas toujours le focus du travail de conservation. Alors, c'est pas seulement des caribous, on identifie des caribous aussi pour des lichens, des plantes, des araignées qui n'ont pas souvent beaucoup d'attention des conservations, des organisations. L'attention prioritaire, disons. C'est ça, exactement. Kim, tu m'arrêtes pour s'assurer qu'on a le temps de passer à ton deuxième bloc parce qu'il y a quand même 3 autres questions encore en liste. Fait que tu me dis quand on repart. Je vais y aller avec une question de M. Lambert. Est-ce que les kibiers identifiés au Québec superposent des milieux déjà protégés au Québec ou pourrions-nous attendre à la découverte de nouveaux sites d'intérêt pour la conservation? Parce que là, on sait, on a plusieurs, comme le mentionné Kim, il y a déjà plusieurs outils qui existent là, qui identifient les sites d'intérêt. Est-ce que les kibiers les considèrent, puis il va être complémentaire? Des fois, on va se retrouver avec 2 outils qui vont identifier les mêmes sites. Kim, tu veux répondre? Il y a des sites qui vont superposer des aires naturelles protégées, c'est certain, ou des sites d'intérêt. C'est vraiment quand on fait le processus de délimitation, on va considérer, par exemple, ces limites-là pour se questionner à savoir si on garde les mêmes limites ou pas, mais c'est pas nécessairement, on va pas nécessairement utiliser les limites déjà déterminées ou le faire à côté. Donc, c'est vraiment complémentaire. Ça peut permettre de peut-être mener à des révisions de certaines aires naturelles protégées. Et puis, oui, on espère que l'identification des kibiers va permettre va participer à la priorisation des prochains sites protégés qui seront identifiés là, avec des nouveaux objectifs de conservation du gouvernement. C'est ça. On cherche les kibiers partout. Est-ce que vous avez un ordre de priorité par rapport à soit travailler dans l'ensemble du Canada sur certaines provinces plus que d'autres, ou même à l'intérieur du Québec, là, de travailler sur certaines régions plus que d'autres? Kim peut répondre pour le Québec, mais au Canada, on a pris une approche opportunistique. Alors, oui. on travaille, on est en train de toujours chercher des fonds pour avoir accès à des experts, pour avoir des coordonnateurs et coordonnatrices à travers le pays. Alors, ça dépend des fonds. Si les fonds sont visés pour seulement la Colombie-Britannique, on commence là. On a commencé récemment en Ontario parce qu'on n'avait pas de fonds pour payer pour ça. Mais alors, et Québec, on a eu des partenariat très intéressant avec l'Université de Sherbrooke, avec des fonds de recherche. On ajoute un peu de fonds à ça. Alors, ça dépend, mais on n'a pas comme des priorités. On veut faire tout. Ça dépend juste sur les fonds qu'on a et les opportunités qu'on a avec des partenaires. Au Québec, je vais vous en parler un peu plus dans le prochain bloc, là, que je pense que je vais commencer bientôt, mais on a beaucoup, tu sais, j'ai surtout prioriser l'identification des sites pour lesquels j'ai eu une participation active de certains experts. Donc, par exemple, on a travaillé beaucoup sur l'identification de KBA pour des plantes parce qu'on a une très belle collaboration avec les botanistes du gouvernement provincial, mais on identifie certaines actions de priorité, mais après ça, c'est beaucoup plus opportuniste, comme le mentionnait Chiara. L'idée, c'est de toutes les faire. On va vous donner le temps de le faire aussi. Et avec notre appui aussi, là, on espère que vous allez pouvoir avancer à grand V. Justement, en parlant de partenaires, on a une question de M. Pelletier. Bonjour Hubert. Donc, comme CNC est partenaire de ce projet, il le rappelle, et vous l'avez mentionné en début de présentation, allez-vous utiliser les exercices de planification de la conservation de CNC qui intègrent la grande majorité des éléments de biodiversité et identifier les sites secteurs prioritaires? Ben, je pense que ce serait une discussion vraiment intéressante à avoir, là. Donc,
on pourrait, pour le Québec, je sais que j'ai commencé à avoir des discussions avec CNC au Québec, avec Atterri, puis on va certainement utiliser des outils qui ont déjà été développés, mais pour l'instant, je ne suis pas trop au courant de ce qui s'est fait à CNC. Donc, la discussion va se poursuivre certainement. Je vais retenir les prochaines questions pour la fin du deuxième bloc, si ça vous va, puisque Kim, je suis certaine que tu as d'autres informations à nous transmettre. Je te laisse la parole, Kim. Parfait. Est-ce que tu dois me... Non, tu es toujours en partage. Ah, je suis toujours en partage, OK. Donc, je vais essayer de passer rapidement sur ce qui se fait au Québec. Justement, les gens qui auront envie après d'en discuter davantage, là, je vais être super disponible pour répondre à vos questions, pour continuer les discussions. Mais j'ai plusieurs choses dans mon écran, j'ai comme de la misère à gérer tout ça. Donc, c'est ça. En gros, je voulais juste vous montrer dans quel contexte s'est développé le projet au Québec. Comme on vous l'a mentionné, c'est développé à l'Université de Sherbrooke depuis le tout début des QBA, là, maintenant 2 ans. Donc, on a, alors qu'il n'y avait pas vraiment de coordonnateur dans les autres provinces, où je pense seulement au Yukon qui avait commencé, nous, il y avait un projet de recherche qui faisait un lien vraiment logique avec les QBA. Donc, c'est le réseau d'observation de la biodiversité ou Biodiversité Québec qui est dirigé au laboratoire d'écologie intégrative de Dominique Gravel, où je travaille. Donc, ce réseau d'observation de la biodiversité du Québec a comme objectif de créer une base de données, de l'infrastructure informatique, puis des outils de visualisation sur la biodiversité au Québec, puis d'offrir des couches d'informations sur la biodiversité. Donc, la collaboration était presque naturelle là, ici avec le projet KBA. Et puis, on espère que, puisque les KBA est un partenaire de Biodiversité Québec, ça va aider à relayer l'information aux partenaires puis au grand public dans la province. Donc, c'est ça. Il y a plein vu que le fait que ça soit en milieu universitaire, il y a comme plein de projets connexes qui foisonnent autour de ça. Là, on a un programme de formation en écologie numérique où plusieurs étudiants sont impliqués, puis où on a aussi offert du financement pour un projet au doctorat d'une étudiante qui travaille sur des outils d'identification des kibiers pour les espèces rares ou les espèces pour lesquelles il y a moins de données. Et le fait, il y a aussi des stages qui se font pour le kibier pour travailler sur différents aspects du projet, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais vous parler plutôt de ce qui s'est fait comme travaux pour identifier les kibiers au Québec jusqu'à présent. Donc, nous, jusqu'à présent, on a travaillé seulement sur 3 critères qui sont spécifiques aux espèces, soit des sites qui abritent des espèces menacées, des sites avec des espèces qui sont géographiquement restreintes, ou par exemple pour les espèces endémiques, ou des sites d'importance dans le processus biologique des espèces. Excusez. Comme par exemple, ça peut être des maternités de chauves-souris, ou ça peut être des espèces de regroupement de certains mammifères marins, etc. Et puis, notre base de données principale, notre source de données principale, c'est les données du CDPNQ. Quand on a commencé le projet, on s'était dit qu'on allait utiliser les éléments d'occurrence du CDPNQ, puis qu'on allait automatiser la méthode, puis vraiment facilement, on allait réussir à identifier tous les kibiers au Québec. La réalité est très différente. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on doit utiliser pour pouvoir identifier ces sites-là, dont des tailles de population globales ou nationales, comme j'ai mentionné plus tôt. Et puis, et de la connaissance d'experts. Donc, ça, c'est vraiment l'élément central. Là, puis, je profite de l'auditoire ici pour dire, on a envie de travailler avec toutes les personnes qui ont des connaissances sur la biodiversité, puis de
faire connaître aussi les outils qui existent et qui ont déjà été faits. Donc, n'hésitez vraiment pas à m'écrire pour qu'on en discute davantage. Donc, au Québec, comment j'ai fonctionné, comment on a fonctionné, j'ai commencé par identifier, explorer les points chauds pour des espèces endémiques. Donc, par exemple, les monts Chic-Chocs, l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Ensuite, avec une collaboration de Parc Canada. Parc Canada était très intéressé à s'impliquer dans cette initiative-là. Donc, on a identifié les sites qui sont dans les parcs nationaux ou à proximité. Et ensuite, comme j'ai mentionné tantôt, on a eu une super belle collaboration avec les botanistes du MESCC. Donc, on a identifié des kibiers pour les plantes vasculaires. On a passé à travers toute la liste ou presque des plantes vasculaires pour voir lesquelles qui correspondaient aux critères, lesquelles avaient assez de données, lesquelles manquaient de données, etc. Ici, c'est juste, j'avais mis cette diapo-là juste pour vous montrer le type d'information qu'on recueille dans les rencontres d'experts. C'est vraiment l'information de diverses natures, donc des nombres estimés d'individus sur des sites, des nombres, des estimés de population, des menaces au site, des actions de conservation en cours, qu'on essaie vraiment d'intégrer toute cette information-là dans nos propositions. Je vous présente ici certaines propositions sur lesquelles on travaille. Donc, l'estuaire fluvial du Saint-Laurent. Ça, c'est une proposition qui avait été faite au tout début, même avant que l'initiative au Canada commence, si je ne me trompe pas, où il y avait eu comme un premier essai pour identifier des kibiers pour les milieux aquatiques. Et puis là, on a repris ces propositions-là. Puis maintenant, avec les critères mieux établis, on a comme revu quelles espèces atteignent les seuils ou pas. Et là, on est dans l'exercice d'intégrer ça avec des ICO qui sont aussi dans la même région pour faire un polygone final. Encore là, on en a un autre au Mont Chic-Choc où la question de la délimitation prend quand même du temps parce qu'on a l'habitat essentiel du caribou. On a à l'intérieur des zones vraiment d'importance pour des plantes endémiques. Donc, on se demande est-ce qu'on utilise le gros polygone et on souligne l'information sur les plantes dans le kibier ou de quelle façon qu'on crée la limite de ce kibier-là, puisque deux kibiers ne peuvent pas se superposer. On a également un kibier à l'île Bonaventure. Donc, en tout, jusqu'à présent, on a identifié 37 kibiers pour des plantes, un pour des reptiles, un pour des mammifères terrestres, 3 pour mammifères marins, un pour les poissons. À différents endroits au Québec, dans le nord, il y en a plusieurs dans les îles de la Madeleine, péninsule de la Gaspésie, Montérégienne, en Estrie. Et puis là, dans les prochaines étapes, c'est de terminer les travaux en cours, là, les kibiers, terminer les propositions déjà entamées. Pour ça, il nous reste à faire un atelier pour travailler la délimitation des zones et ensuite commencer le processus de révision technique et générale. Et dans nos prochaines étapes, c'est de rencontrer des experts pour d'autres groupes taxonomiques parce qu'on a plusieurs kibiers qu'on a identifiés, mais il nous manque de l'information sur certains groupes taxonomiques dans ces sites-là. C'est ça, comme j'ai mentionné, on a une collaboration particulière avec CNC qui commence. Donc, on va probablement prioriser l'identification des kibiers pour le sud du Québec dans les prochains mois. Et puis, parallèlement, notre objectif, c'est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes possible, de rentrer en contact avec vous, d'informer, puis aussi d'encourager la participation de différentes parties prenantes, de communautés autochtones, de gestionnaires, de milieux naturels, etc. Et puis, voilà. Merci, Kim. Un peu de temps pour un autre. Oui. Si vous en avez. Il nous reste quelques minutes, effectivement, on va les utiliser à bon escient.
Donc, tantôt, quand tu as mentionné justement d'aller chercher l'expertise de tout le monde, d'aller chercher les données, rencontrer des gens, des organismes aussi, comment on peut faire pour savoir si, par exemple, dans notre région, il y a une initiative qui est en cours? Est-ce que ce sont déjà les petits points qu'on parlait tantôt, est-ce qu'ils sont déjà sur la carte, sur le site Internet ou c'est encore dans vos cartons? Ben, il y a certains, ceux pour lesquels on a comme toute l'information sont déjà des points. Celles Okay. pour lesquelles il manque de l'information sur certaines espèces, c'est pas des points encore parce qu'ils sont comme trop préliminaires. Donc, Okay. la meilleure façon est probablement de communiquer directement avec moi puis de planifier une rencontre ou une discussion. Parfait. Un commentaire ou une question de Madame Gratton, notre loulou national. Pour le Québec, peut-on avoir la source de référence? Certaines régions, elles mentionnent notamment les Appalaches n'ont pas de référence globale. Donc, vos sources de référence, lorsqu'on a mentionné tantôt, viennent principalement de ce qui était déjà disponible, soit par des atlas, soit par des travaux déjà antérieurs, certains organismes avec qui vous avez eu des contacts et qui vous ont partagé des données. Oui, notre source de référence, c'est nos données sources, c'est beaucoup les données du CDPNQ. Comme j'ai dit, les experts. Puis à partir de là, on a eu, par exemple, un cas où on a été référé à une étudiante qui faisait du travail de terrain dans un endroit spécifique, justement, dans les Appalaches. Donc, on est allé, on l'a contacté, puis elle nous a transféré son jeu de données, par exemple. Donc, notre source de données initiale qu'on utilise, c'est celle qui est disponible dans la base de données Kibier, là, qui regroupe les données du gouvernement puis de la science citoyenne. Puis après ça, on cherche pour compléter. Ça m'amène exactement où je voulais aller. Je voulais lancer un appel à tous. Là, si vous avez des contacts avec des chercheurs de différents groupes, soit universitaires ou autres, là, avec qui vous faites affaire et dont vous savez qu'ils ont des données comme ça, de les informer de l'initiative Kibier et de les inviter à contacter Kim, ça serait très, très pertinent. Donc, faites aller votre réseau autant qu'on fait aller le nôtre. Et un petit commentaire aussi de Mme Gratton. Il y a aussi un atlas pour les zones côtières de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent et un pour les Laurentides méridionales aussi. Donc, on ne les a pas mentionnés en début de présentation, mais ça pourrait être complémentaire. Vas-y. J'ai dit merci. J'invite tous les participants, il nous restera encore quelques minutes si vous voulez poser des questions directement via la boîte de paramètres, le paramètre de questions ou demander à lever votre main. Je pourrai ouvrir votre micro pour pouvoir discuter directement avec Chiara ou avec Kim ou avec moi aussi. Je suis bien parlable. Donc, je vous invite à écrire ou demander parole pour pouvoir poser vos questions ou seulement un commentaire, un ajout, un complément. Monsieur Klein, je vous ouvre votre micro. Avant, j'ai juste une petite question. Oui, est-ce que tu peux me guider pour terminer mon partage d'écran? Terminé, oui. Je vais juste l'enlever tout simplement. Merci. Ça sera pas long. Bon, on va commencer. On va donner la parole à M. Klein. Je vous ouvre le micro à l'instant. M. Klein, si vous voulez accepter mon invitation. Bonjour, Bert. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, bienvenue parmi nous. Bonjour. Je trouve que tout le processus me semble très intéressant. J'ai regardé en vitesse à travers la liste des personnes qui participent à la rencontre aujourd'hui et que j'ai été un peu étonné de voir qu'il n'y avait aucun de mes collègues au niveau fond du ministère qui était présent. C'est quelque chose auquel je vais remédier pendant la rencontre qu'on a demain. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail qui doit être mis ensemble et c'est un peu ça que je voulais dire, mais je ne voulais pas vraiment prendre la parole. Merci, Bert.
Oui, l'invitation est toujours lancée par le RMN via nos infolettres et sites web. Et donc, lorsque vous la recevez, passez le mot à vos collègues. Effectivement, c'est toujours le fun d'avoir une variété de participants et d'experts autour de la table. Mais je tiens à dire, on a déjà eu des discussions avec la Fonde, mais là, on parle bien du MFFP, j'imagine. Oui, exact. Donc, pendant un workshop, un groupe de travail sur les milieux aquatiques, on avait eu une personne qui était venue du MFFP, puis on a aussi donné une présentation, là maintenant, un peu plus qu'un an, à différentes personnes au MFFP. Donc, on est super ouvert à avoir plus de collaboration. Là. Il y a une partie qui est, je dois relancer ces personnes-là. Puis aussi, je pense qu'on a un travail à faire aussi pour expliquer justement c'est quoi la différence ou c'est quoi l'intérêt des KBA comparativement à tous les autres outils qui se développent au niveau provincial. Moi, j'avais quand même j'avais quand même l'impression que plusieurs personnes sentaient que c'était redondant, alors que c'était comme un peu reprendre de l'information que eux avaient sur laquelle ils avaient déjà travaillé, alors que peut-être qu'il y aurait un peu de clarification à faire pour améliorer aussi la collaboration. C'est exactement aussi le sujet du rendez-vous RMN qu'on va tenir le 18 novembre avec nos membres. Donc, KBA, est-ce que c'est, et les autres outils, est-ce que ça vous cause de la confusion? Comment les utiliser? C'est quoi la différence entre tous et chacun? Donc, si vous avez des préoccupations par rapport à ça ou par rapport à mieux les intégrer dans votre travail, là, venez participer au rendez-vous RMN le 18 novembre. C'est gratuit pour les membres du RMN. C'est toujours un rendez-vous mensuel. Merci. Puis, on va en reparler aussi le 10 décembre lors d'une formation en planification territoriale pour la conservation. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nos participants? On se laisse une dernière minute pour pouvoir soit lever la main à côté de votre nom ou poser votre question dans la boîte dans le paramètre de questions. Et je vais pouvoir les relayer à Kim ou à Chiara. Kim, est-ce que tu peux nous rappeler ton adresse courriel ou comment te rejoindre? Tu as invité à plusieurs reprises nos participants à te contacter s'il y avait vraiment des intérêts, et je l'espère. J'espère que ton téléphone va sonner ou ta boîte de courriel, malheureusement, va se remplir. Ou des questions spécifiques par rapport au KBA au Québec. Est-ce que je devrais écrire dans le chat mon adresse courriel? Oui, ou tu pourrais juste... ouais, c'est vrai que ton nom est très long aussi. Hein? C'est un peu long. Vas-y dans la boîte de chat. On va l'avoir à portée de main, mais sinon, tout le monde, la session a été enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube du Réseau de milieux naturels protégés. Vous allez recevoir le lien pour pouvoir aller la revoir ou la partager avec vos collègues. Ça devrait être fait en fin d'après-midi lorsque ce sera mis à jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Je ne vois pas d'autres choses. C'est bon, ça s'est bien passé, les filles? J'espère que ça a mis la table, pour amener plus d'intérêt vers les KBA et l'intérêt à les utiliser, mais avant tout, en premier lieu, on va commencer par le début, puis ça va être de les développer avec l'expertise et la participation des organismes de conservation. On sait souvent c'est complémentaire au travail des instances gouvernementales. Donc, il y a des données que nous, on a des connaissances que nous, on a que d'autres instances n'ont pas. Donc, j'espère que vous allez participer en grand nombre à cette initiative-là. Donc, merci beaucoup. Puis, au nom du RMN, merci Kim, merci Chiara. Et tous les participants, je vous invite toujours et avant tout d'aller voir le calendrier des formations. On a vraiment un automne exceptionnellement plein, rempli de sujets et d'opportunités de renforcement des capacités, d'apprentissage. Donc, on a entre autres les rendez-vous RMN spécifiques aux membres, réservés aux membres à tous les mois, les midis conservation comme aujourd'hui. Puis, bien sûr, on a aussi d'autres types de formations et d'ateliers qui sont prévus jusqu'à la fin décembre. Puis, dans quelques mois, on sortira l'horaire d'hiver. Ça va annoncer autre chose. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Merci. Bonne journée.